Donc Dominique, on a vu sur la première partie la fin de tes études. Donc qu'est-ce qui se passe après? Donc on va dire en gros, on va repartir de mai 68, qui est tournant de vie, découverte du mouvement social, de l'histoire en action. Et puis ce qui va s'enchaîner autour de ça, c'est assez rapidement, donc je vais commencer à enseigner. Puisque j'ai commencé à enseigner, j'étais encore étudiant. Donc je vais enseigner à Clermont-Ferrand, dans le département de psychologie. Ensuite être appelé... En fait, j'ai une vie à la fois de militant dans le domaine du cinéma. En parallèle, je fais une thèse sur la pénétration du capitalisme dans l'agriculture avec un professeur qui s'appelle Henri Mindras. Ça va m'occuper beaucoup pendant ces années-là, 69, 70, 11, 12, voilà, dans le même temps où je gagne ma vie en tant que chargé de cours. Voilà. Il se trouve que, donc, comme je l'ai dit précédemment, donc, je suis appelé à enseigner aussi en école d'éducateur. Et là, ça va être aussi un tournant important parce que dans cette école d'éducateur, vont arriver des adultes qui doivent avoir un diplôme d'éducateur, qui sont en fait ce qu'on appelle des éducateurs techniques, qui sont des maçons, qui sont des charpentiers, qui sont des menuisiers, et donc qui ont une quarantaine d'années, qui ont été embauchés pour apprendre un métier à des jeunes dans les établissements de l'enfance en difficulté, je dirais inadaptés, handicapés, en difficulté. Et ils doivent faire un diplôme. Ils sont embauchés, mais le gouvernement dit que pour continuer à enseigner, il faut qu'ils soient diplômés. Et donc l'école d'éducateurs se trouve devant une question. On est dans la formation cours d'emploi, mais comment faire avec des gens qui n'ont pas fait d'études, qui quelquefois n'ont même pas le niveau bac, qui n'ont pas fait d'études, qui n'ont pas de culture sciences humaines, et qui doivent venir avoir un diplôme d'éducateur. Et donc là, mon idée, ça a été une idée de renverser complètement la problématique de l'enseignement et de partir de leur vécu. C'est-à-dire, en fait, c'est chose à l'envers, c'est l'enseignement à l'envers. On part du vécu pour voir en quoi... Mon idée, c'était, je vais partir de leur pratique, ils ont des questions à poser en tant qu'éducateur, et ils avaient quelquefois beaucoup de difficultés avec les enfants. Et moi, en tant que sociologue, psychosociologue, en fait, c'est comme ça que je pourrais me définir à cette époque-là, psychosociologue, qu'est-ce que je peux leur apporter en termes d'aide à la compréhension de ce qu'ils vivent, et puis sur le plan conceptuel, mettre des mots sur les difficultés qu'ils rencontrent. Et donc je vais créer ce que j'appellerais très rapidement de l'analyse de pratique. Donc à cette époque-là, j'ai pas de modèle. J'ai pas de modèle. Il faut rappeler que le coaching n'existait pas en France. Le coaching n'existait pas, il n'y avait pas encore eu de livre sur l'analyse de pratique, ça va arriver 2-3 ans après au moins. Voilà. Et donc, mais je fais ça, voilà, j'appelle ça l'analyse de pratique. Alors pourquoi analyse de pratique? Parce que justement, praxis, pratique, praxis, action. C'est beaucoup plus tard que je découvrirai que le mot pratique, en fait, était un terme du vieux français pour désigner des clients. Donc, je fais de l'analyse de pratique. De là, me vient l'idée ou le désir ou la suggestion de faire de la supervision. Devient l'idée, l'idée de proposer de l'analyse de pratique dans le secteur hospitalier. Donc je ne sais plus comment je rencontre, ou je prends l'initiative de rencontrer ce qu'on appelait la surveillante chef ou l'infirmière générale, en fait, qui est la cadre de tous les cadres hospitaliers de santé. Voilà. Voilà, le cadre des chefs de service, etc. Et qui prend ma balle au bon, enfin je ne sais pas qui demande quoi, enfin bon, bref. Et donc là, je commence à faire de l'analyse de pratique avec des cadres infirmiers de tout l'hôpital de Clermont-Ferrand, enfin l'hôpital de Clermont.
Tu peux expliquer un peu concrètement Donc le principe, il est assez simple, hein, c'est là encore partir des situations vécues par les participants, bon, créer un cadre évidemment, une déontologie, pour que le groupe se sente à travailler en sécurité, c'est-à-dire confidentialité, etc. Bon, écoute, empathie, ça. Poser un cadre, un temps, un lieu, et pendant ce temps et ce lieu, on analyse des situations vécues par les participants, des situations qui posent question. Donc par exemple, en début de séance, on voit qui souhaite évoquer telle situation, on peut faire la liste des situations, et puis après, on choisit, et puis on travaille ce qu'on peut en fonction du temps qu'on a. Donc ces années-là, c'est des années où en même temps, donc, je suis en thèse, et je milite donc, sur le plan cinématographique, enfin, voilà, et par contre, dans ma thèse, ça ne fonctionne pas, c'est-à-dire qu'on va se perdre avec mon collègue et ami Jean Tarika, on va se perdre dans une méthode, protocole gigantesque où pour travailler sur la pénétration du capitalisme, on a l'idée de recenser toutes les luttes paysannes en France depuis, on est dans les années 70, donc depuis la dernière décennie en gros, donc de dépouiller la presse nationale, de faire des typologies, enfin de faire des tableaux, des typologies. Donc on passe des journées entières à la Bibliothèque nationale à Versailles où il y a toute la presse. Toute la presse, on les retrouve sur microfilm, etc. Bon, un travail énorme. En plus, à un moment donné, je me fais voler mes affaires. En arrivant à Clermont-Ferrand, je laisse mes affaires. J'avais tous mes cours. Tout mon travail de thèse et tout ça, on me vole tout, tous mes papiers, tous mes fringues, tout. Et mes cours. D'ailleurs, ça a été une expérience là aussi extraordinaire, de me retrouver le lendemain devant les étudiants, parce que moi je préparais beaucoup mes cours, j'avais des fiches, j'avais gardé évidemment toutes mes fiches de lecture quand j'étais étudiant, hein, le paquet de fiches de lecture sur les livres et ça, et d'un seul coup je me suis trouvé tout nu. Mais vraiment l'impression d'arriver devant les étudiants démunis. Voilà. Bon, puis voilà, puis je m'en suis sorti, le ciel ne m'est pas tombé sur la tête. Mais là aussi, c'est une épreuve un peu importante d'avoir vécu ça. Bon, voilà. Donc ces années-là, c'est des années en même temps passionnantes, parce que c'est l'année où j'habite en communauté, à la Bastille. Il y a le cinéma, il y a les luttes, il y a le Larzac, enfin, etc. Voilà, il y a tout ça. Et puis, il y a aussi le fait que j'ai acheté une ruine dans la Drôme et que je passe mes étés, enfin, une partie de mes étés, parce que je continue quand même un peu à voyager. Je suis allé au Mexique, enfin, etc., au Guatemala, tout ça. Mais la plupart de mes étés, je retape cette ruine dans la Drôme, qui est une manière vraiment de... Alors, il faut resituer ça à l'époque, c'est-à-dire il n'y a pas d'électricité dans la maison, il n'y a pas l'eau qui arrive par un tuyau, et enfin, c'est une vraie ruine, quoi. Au début, c'est du camping, bon, d'un camping dans la ruine. Parce qu'il y avait une partie droite et le reste, c'était un tas de pierres avec des arbres dedans. Donc, ce qui est intéressant, ce qui est inimaginable aujourd'hui, c'est de penser qu'il n'y avait pas d'électricité, pas de téléphone, et pas de téléphone portable. Enfin, je veux dire qu'on était totalement isolés. C'était les lettres, ou alors d'aller téléphoner à la cabine qui était chez un... Il n'y avait même pas de cabine publique, c'était chez un paysan qui faisait office de dépôt de tabac et téléphone. On allait chez lui. Voilà. Bon, et... Donc c'est des années assez curieuses, en même temps de travail intensif pendant l'année, en même temps de travail l'été dans cette maison, qui a été un peu une thérapie par le travail, parce que c'est au moment où ma compagne donc, me quitte, donc du coup je vais beaucoup investir, je me retrouve tout seul. Donc, alors j'ai mon ami qui a lui une grange dans un village à côté, enfin voilà, je suis isolé, et puis je vais m'insérer dans le milieu paysan de cette vallée. Parce que
D'abord, c'est une vallée accueillante de la Drôme, et les gens de la Drôme sont des gens accueillants. Pour donner un exemple, en 1600 et quelques, ils ont décidé de partager le cimetière avec d'un côté les protestants, d'un autre côté les catholiques. Enfin, je veux dire, ils se sont mis d'accord. Voilà, il y a une tolérance. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de protestants qui se sont réfugiés dans ces régions-là, parce que le village proche s'appelle Saint-Nazaire-le-Désert, par rapport au désert, les protestants. Ça. Et qu'est-ce que tu as découvert sur toi pendant toute cette première période de construction professionnelle? Ben, ça a été, je dirais, de la thérapie par le travail. Thérapie par le travail, toujours cette volonté. Alors, je voulais avoir ma maison. À cette époque-là, d'ailleurs, j'ai peu de contact avec ma famille, parce que je mène une vie très très différente, quoi. En parallèle, mon frère s'était marié à l'église. Mon plus jeune frère, lui, va se marier pendant que je suis justement dans la Drôme, avec une famille bourgeoise, insupportable, réactionnaire, et donc je ne vais pas à son mariage. Voilà, et donc avec mes parents, ce qui est toujours extraordinaire, c'est qu'ils ont toujours accepté ma manière de vivre, ma différence, ne m'ont jamais reproché, même si je les voyais très peu. Voilà. Et pendant ce temps-là, d'ailleurs, ils construisaient une maison dans le terrain qui était derrière la maison des grands-parents qui avait été vendue. Voilà. Mais ce qui est quand même incroyable, c'est que je n'ai pas du tout assisté à la construction de leur maison. Moi, je construisais la mienne en parallèle. Et donc, dans un monde qui était quand même très différent du monde, quoi, voilà. Et d'un point de vue cheminement personnel, qu'est-ce que ça t'a apporté ? Tout ce premier pan de vie. C'est difficile parce que pour moi, c'est quand même sur le plan intellectuel, c'est quand même l'idée de... Bon, et autant je m'épanouissais et vraiment j'étais content de ce que je faisais dans la formation à Clermont-Ferrand. Donc en fait, je continuais à habiter Paris en communauté, mais la plupart de la semaine, j'étais à Clermont-Ferrand. D'ailleurs, je passais 3-4 jours à Clermont-Ferrand et je revenais à Paris où j'étais pris par le montage des films. Enfin, j'avais une vie très intense. Et puis, il y avait cette période dans la Drôme plus introspective de solitude. Et en même temps, je travaillais avec un maçon alcoolique que personne ne pouvait faire travailler, justement, avec qui qui me passionnait parce que il parlait de sa vie, c'était un peu pupille de la nation, il avait une vie très compliquée, très, très difficile. Tu l'as accompagné pendant cette période ? J'ai essayé en tous les cas, j'étais un de ceux qui le faisait travailler parce qu'il était très peu cher, j'avais très peu d'argent. Et puis j'acceptais le fait, il travaillait 2-3 jours avec moi, et pendant 2-3 jours après, il était incapable de travailler parce qu'il retombait dans l'alcool. Et j'allais le rechercher, et je lui disais, allez, on va y aller, enfin bon, bref. Donc là, tu incarnais vraiment la posture du thérapeute oui, en individuel. Oui, la thérapie par le travail, voilà. Enfin, je ne l'ai pas sauvé. Je ne l'ai pas sauvé, il y a eu un moment où c'était plus possible de travailler avec lui. Et d'ailleurs, il a mal fini, dans le cadre d'une crise de démence alcoolique. Il a tué la femme du maçon qui était son voisin, qui lui réussissait. Enfin, il a tiré, il l'a tué, il a fini en prison. Et ça, tu l'as vécu comment, toi, d'un point de vue moi, ça m'a mis en contact avec la pathologie, quoi, avec l'alcoolisme. Avec l'addiction. Et l'addiction, se rendre compte qu'on ne peut rien, quoi. Là, ça m'a montré les limites de l'accompagnement et que quand quelqu'un est alcoolique, en tous les cas, et qu'il n'est pas sevré par des médicaments et pris en charge en institution, on peut rien pour lui, quoi. Ça m'a montré quand même les limites de l'accompagnement. J'ai vraiment essayé beaucoup avec lui de faire. J'avais une relation forte, quoi. Voilà. Mais bon. Alors, ce qui va être important, c'est qu'à un moment donné, donc moi, je suis chargé de cours à Clermont, et on me dit, mais tu peux pas rester comme ça, il faut que tu passes ta thèse pour avoir un poste d'assistant. Parce qu'à l'époque, c'était appelé assistant, c'est devenu maître de conférence après.
poste d'assistant. Bon, et donc là, j'étais en la thèse, on n'arrivait plus à travailler, et plus de motivation, etc. Donc on décide avec mon copain donc d'arrêter. On arrête. Voilà. Bon, donc je suis en panne. Et là, je vais donc me dire, il faut que je trouve un nouveau directeur de thèse. Et donc je cherche. Je vais en voir plusieurs. Je vais voir Max Pagès, ça se passe pas très bien, c'est un homme qui est pas agréable d'accès, il vivait des choses compliquées, c'est ce que j'ai appris après, bon bref, donc ça se passe pas bien, alors que j'étais intéressé, c'est un psychosociologue passionnant, voilà. Et puis je repense à René Loureau, que j'avais connu à Nanterre, qui était pour moi une figure vraiment, dont je suivais un peu de loin sa progression, voilà. Et je savais que René Loureau et Georges Lapassade étaient deux enseignants qui créaient un courant qui s'appelait le courant de l'analyse institutionnelle. Et ça m'intéressait. Je ne le connaissais pas vraiment, mais ça m'intéressait. Il avait publié un livre, Georges Lapassade, qui s'appelait Individu, groupe, organisation, institution, dans lequel il montrait bien d'abord la filiation entre la nécessité de s'intéresser à l'individu, à la question du groupe, dynamique de groupe, aux organisations et aussi à la dimension de l'institution, c'est-à-dire ce que j'appellerais la face cachée de l'organisation, c'est-à-dire ce qui fait que l'institution tient par les règles, la loi, qui ne sont pas souvent d'ailleurs connues. Voilà. Quand on s'adresse à une organisation, on ne se rend pas forcément compte, on en voit des formes, mais on ne se rend pas compte que derrière une organisation, il y a des lois, des règles, des choses à respecter. Bon. Et puis même quand on confond souvent, d'ailleurs, on confondait souvent à l'époque organisation, on parlait d'un établissement scolaire, et quelquefois on parlait d'une institution. L'institution, il y a une confusion organisation-institution. Alors que ce sont deux niveaux très différents. Et ça m'intéressait, ce niveau. Je pense que ça me venait aussi de l'intérêt que j'avais eu pour le droit constitutionnel. C'est-à-dire de voir comment les êtres humains s'étaient progressivement donné des règles pour vivre ensemble. Voilà. N'oublions pas que j'avais eu quand même une éducation catholique et que j'avais compris, même si j'avais perdu, je ne sais pas si j'ai eu jamais la foi, je pense que j'ai fait semblant par conformité, mais très rapidement, même à l'époque de ma communion, ça ne voulait pas dire grand-chose. Je m'intéressais plus aux filles que j'avais à côté qu'à ce qui se passait. Et par contre, la dimension de l'institution m'intéressait parce que j'avais bien compris que dans l'histoire des religions, la religion avait contribué à donner des formes, à donner des principes de vie dont l'histoire de Moïse qui part, donc il y a la fuite du peuple juif, dans l'histoire qui nous est transmise, qui est à la fois vraie et inventée. Il y a le peuple juif donc sort de l'esclavage du pharaon et part dans le désert, et c'est le bordel. Voilà. Parce qu'à cette époque-là, il y a des tas de divinités qui sont encore là, etc. Et donc le monothéisme va s'imposer progressivement, et Moïse, donc l'idée, c'est comme c'est une société qui n'arrive pas à s'autoréguler, il part sur le mont Sinaï, tac, et Dieu, boum, lui inscrit dans la pierre les 10 commandements. Bon, c'est une invention extraordinaire. J'ai rapidement compris que la dimension institutionnelle, c'est-à-dire la force de ces 10 commandements, avait été un facteur de régulation, on pourrait dire, si maintenant on lit Freud, des pulsions humaines. Parce que l'être humain, comme dit Freud, l'être humain, l'individu est un loup, l'homme est un loup pour l'homme. C'est-à-dire que l'être humain est habité par ses pulsions de vie, pulsions de mort, et ne peut se réguler que grâce à des organisations et des commandements, des principes de vie. Voilà. Bon.
Donc ça, j'ai cette éducation. Et donc je suis attiré par cette dimension. Donc cette dimension de travailler pas seulement au niveau individuel, enfin de travailler à tous ces niveaux, individu, groupe, organisation. Donc déjà, je travaille avec des groupes dans l'analyse de pratique, dans lequel il y a des individus, je vois bien. Je m'intéresse à la dimension de l'organisation, mais je ne suis pas encore opérationnel. Et donc là, je vais donc choisir, contacter René Loureau, qui est prof à ce moment-là à l'université de Vincennes, qui se crée. Nouvelle université, donc bouillon de culture, etc. René Loureau m'accueille à bras ouverts. À cette époque-là, il dirige un séminaire. Donc moi, j'avais une maîtrise, donc je rentre. J'avais déjà fait un DEA, mais le système avait changé de toute manière. Il n'y avait plus besoin, puisque le DEA, c'était après la thèse. Enfin, avant la thèse, pardon. Eh bien, bon. Moi, je m'inscris en thèse avec lui. Il se trouve que dans ce séminaire de thèse, donc il animait un séminaire, dans lequel d'ailleurs venaient des étudiants, il y avait les doctorants, mais il y avait aussi des étudiants en licence, maîtrise, enfin c'était tout mélangé. Vincennes, on mélangeait tout. Il n'y avait pas d'année. Voilà. Et donc c'était un séminaire très intéressant. Il se trouve qu'à ce moment-là, il y a d'ailleurs un conflit. Ils sont tous les deux, Georges Lapassade et lui, animateurs de ce séminaire, mais il y a un conflit entre eux. Bon. Et donc il se trouve que prend la direction, l'animation du séminaire, un groupe qui a été constitué d'étudiants qui se sont connus à Nanterre, que j'aurais connu si j'étais resté à Nanterre, hein, et qui est un petit groupe, qui est un groupe fermé, c'est-à-dire qui s'appelle le GAI, le groupe d'analyse institutionnelle. Le projet de ce groupe, que je découvre, on est là dans les années 78, 79, c'est de mettre en œuvre les principes, de finaliser les principes de l'intervention socio-analytique qu'avaient ébauché Lapassade et René Loureau, d'ailleurs dont on trouve les traces dans le livre qui s'appelle Clés pour la sociologie, un des premiers livres, un manuel de sociaux. En sachant que René Loureau avait fait une thèse qui lui avait donné à une publication qui s'appelle L'analyse institutionnelle, dans laquelle il y a aussi les premiers ébauches de l'idée d'intervenir sur les organisations avec une méthodologie novatrice. Quel est l'intérêt de ce groupe? C'est qu'ils sont en recherche et ils ont pour objectif de développer des pratiques d'intervention dans les organisations. Donc moi, ça tout de suite, je veux rentrer dans ce groupe. Or, ce groupe est un groupe fermé. On me dit, non, c'est pas un groupe ouvert, c'est fermé. On ne peut pas rentrer dans notre groupe. En même temps, je les côtoie, on devient amis, enfin ça se fait très... La jonction se fait très forte, quoi. Très forte. D'autant plus que moi, j'habite à ce moment-là à Jussieu, qu'on se retrouve dans mon appartement, enfin voilà. Et donc, les liens se créent avec ce groupe, je participe aux travaux de ce groupe, même si je n'en suis pas encore, et je vais donc participer à la première codification, ou du moins élaboration, des règles de l'intervention socio-analytique. C'est-à-dire l'idée qu'il doit y avoir un collectif d'intervention qui doit rencontrer donc, et travailler avec un collectif client, c'est-à-dire que l'ensemble des personnes concernées par l'intervention doivent participer à l'analyse de la situation et à l'élaboration des modalités de vie commune par la suite. C'est-à-dire, on a une situation de crise, il faut analyser la crise, pour ça il faut que tout le monde soit présent, depuis le cuisinier, le jardinier, jusqu'aux éducateurs et aux directeurs, et aux enfants. Hein, donc créer des dispositifs d'analyse collective, socio-analytique, pour analyser les situations et trouver de nouvelles modalités de vivre ensemble qui soient satisfaisantes. Reconstruire des règles, reconstruire de l'instituer. Et qu'est-ce que ça t'a apporté, donc, cette première expérience Alors, ça m'apportait un terrain. Enfin, ça m'apportait... Non, c'était pour moi dans la continuité de l'idée que la sociologie, pour moi, ça doit servir à quelque... Enfin, être sociologue ou psychosociologue, c'est pour agir et transformer
les choses. Donc je n'étais pas dans l'idée, même si je m'intéressais beaucoup aux luttes sociales, mais je veux dire, je n'étais pas dans l'idée que j'allais changer la société. J'avais bien vu qu'après 68, tout était redevenu d'une certaine manière, du point de vue économique en tous les cas, comme avant, hein, même si sur le plan des mœurs ou des relations humaines, les choses avaient un peu changé, mais bon. Donc je n'avais plus d'illusion de la révolution, du changement, voilà. Par contre, je m'intéressais au changement au niveau des groupes humains, des organisations, etc. Donc ça m'amène la perspective d'intervenir au niveau des organisations. Ce que je faisais à ma petite manière avec mes groupes d'analyse de pratique, mais je veux dire que je travaillais sur les groupes, mais pas sur les organisations. Je travaillais sur l'humain en groupe, mais pas sur les organisations. Je travaillais ni au niveau individuel, parce que je n'étais pas psychologue, ni au niveau organisationnel, et encore moins au niveau institutionnel. Encore. Bon, donc ça m'ouvre ça, et alors là, je vais avoir la stratégie de proposer à ce groupe d'intervenir avec moi dans une institution qui était en crise, donc qui était dans la Creuse, dont je savais qu'elle était en crise, parce que le psychologue de cet établissement avec qui j'étais en contact, que j'avais connu à la fac, etc. Et donc, sachant que je m'intéresse à l'intervention, donc tu as créé une opportunité. Donc j'ai créé l'opportunité, et donc le groupe, je dis je vous amène une intervention, mais c'est avec moi. Voilà. Donc voilà, donc je fais une première intervention, enfin je fais cette intervention avec eux, qui va être d'ailleurs mon premier travail de... Ah si, il y avait une année, mon premier travail de DEA avec René Loureau, donc je vais faire un mémoire sur cette intervention, et ça deviendra le début de ma thèse. Puis après je ferai je veux dire, ma thèse, dès le départ, était sur la notion d'équipe. Voilà, la notion d'équipe, comme comprendre comment le travail en équipe était arrivé dans les organisations, dans les entreprises, parce que en fait il y a toute une histoire de la notion d'équipe. Bon. Et donc on fait cette intervention, et du coup en faisant cette intervention, eh bien après je suis légitime à reposer la question de rentrer dans le GAY, dans le groupe. Et alors là c'est intéressant parce qu'il y en a, c'est un petit groupe fermé de 5-6. Et il y en a qui sont... Alors, je suis porteur, moi, j'ai à ce moment-là cette idée que moi je veux aller au-delà de l'intervention dans le secteur sanitaire et social, je veux travailler en entreprise. Voilà. Pour moi, je veux renouer avec l'idée d'entreprise. Et donc, dans le groupe, il y en a qui sont intéressés par le fait que moi je dis que je veux travailler en entreprise, alors que les autres étaient dans l'idée de continuer à travailler dans le secteur sanitaire et social. Parce qu'il faut aussi dire que l'entreprise, dans nos milieux intellectuels de gauche, Vincennes, après qui devient Saint-Denis, l'entreprise c'est le diable. L'entreprise c'est l'argent. C'est le capitalisme, etc. Donc travailler en entreprise, ce sera travailler avec le diable. Hein, voilà. Bon, moi je suis porteur de ça, parce que pour moi j'ai connu la petite entreprise de mon père qui en plus a fait faillite. Donc, je sais bien que c'est pas le diable, hein, que c'est aussi des gens qui se démènent pour faire des choses, qui ont des idées, qui prennent des risques énormes et qui quelquefois prennent des bouillons énormes. Voilà. Donc, voilà. Et donc je rentre dans ce groupe, et donc là on va commencer une pratique d'intervention, et comme à l'intérieur du groupe il y a des fonctionnements démocratiques qui freinent mes perspectives d'évolution vers les organisations, notamment il y avait l'idée que quand on faisait une intervention, l'argent qui était gagné rentrait sur le compte de l'association, et qu'ensuite il fallait qu'on décide collectivement de qu'est-ce qu'on faisait de cet argent. Donc c'était pas forcément une rémunération individuelle, ça pouvait être autre chose. Et ça je supporte pas. Moi je veux aussi gagner de l'argent par mon travail. C'est-à-dire que je me situe d'emblée dans une perspective professionnelle, quoi. Une compétence professionnelle, et que je veux être reconnu aussi, que mon travail soit reconnu socialement, et notamment par de l'argent. Puisqu'en fait, moi comme je ne suis pas, avec mes difficultés scolaires,
je ne suis pas comme d'autres ont choisi par la suite d'écrire. Oui. Il y en a qui ont fait leur carrière en tant qu'écrire des livres et donc devenir professeur d'université, etc. Chercheur. Moi, ce n'est pas un truc qui me paraît possible. Et donc, du coup, je m'investis plutôt dans le fait de développer l'intervention d'entreprise. Comme il y a des règles très lourdes à l'intérieur du GAIE, notamment ces règles-là, parce que je fais une intervention, à ce moment-là, j'ai une nouvelle compagne, qui va devenir, qui avait fait des études de psychologue, qui terminait, qui voulait s'installer comme psychologue, qui ne trouvait pas de boulot, qui vient vivre avec moi à Paris, qui a un enfant déjà. Et donc, je dirais que j'ai aussi la préoccupation de, je me souviens très bien, je formulerai de manière assez abrupte, sortir de la misère, c'est-à-dire, voilà, je suis encore chargé de coups, du moins peut-être je débute comme assistant, mais enfin je gagne rien. Vivre à Paris, ça coûte cher. D'un seul coup, vivre avec une femme qui ne travaille pas, même si elle a un enfant, voilà, un petit appartement, ça ne pourra pas durer longtemps, tout ça. Donc il y a l'idée de ça. Et donc moi je dis, comme je sentais que toutes les résistances au sein du GAIE, j'avais pas envie d'être... Je sentais que le collectif m'oppressait, enfin, m'étouffait. Parce que moi, avoir à rendre compte de ce que je veux faire au sein d'un collectif et qu'on me dise c'est bien, c'est pas bien, j'en ai d'accord et pas d'accord, je veux dire, moi j'avais envie de faire quelque chose. Bon. Donc je crée le CAP. Non, on est en quelle année là? Alors là, on est dans 82 au moment où je crée le CAP. C'est-à-dire j'ai passé ma thèse dans les années 80-81, je suis devenu assistant, je veux continuer... Ah oui, alors je suis devenu assistant, c'est ça qui est aussi intéressant, non pas comme je le pensais au début au département de psycho, mais dans un nouvel organisme qui se crée à l'intérieur de l'université, qui est une école d'ingénieurs. Parce qu'il s'était créé une école d'ingénieurs dans quelques universités en France. Ça avait été fait à partir de 69 par un ministre qui voulait démocratiser les formations d'ingénieurs et donc qui incite les départements scientifiques à se rassembler pour créer des écoles d'ingénieurs dans l'université. Et donc là, je découvre, au moment d'ailleurs où je pensais avoir un poste dans le département de psycho, qu'en fait le poste il n'est pas là, mais il est dans cette école d'ingénieurs. Bon, donc en même temps, ça me... Voilà, nouveau challenge, je me dis pourquoi pas. Je commence à donner des cours en école d'ingénieurs, ça se passe très mal, parce que les ingénieurs, les élèves n'avaient rien à foutre de ça. Enfin, plus 2 heures par semaine, on mettait les cours le vendredi soir. Voilà, bon, donc j'avais de l'absentéisme total à Polytech Clermont, ça, ce qui s'appellera après Polytech Clermont. À l'origine, ça s'appelait le Centre universitaire des sciences et techniques, CUST. Et voilà. Et là, donc, je me dis, bon, là aussi, il faut, fort de mon expérience d'analyse de pratique, je me dis, il faut que j'invente une pédagogie différente. Et là, je vais créer une pédagogie sous forme de session, c'est-à-dire de dire, moi je vais prendre les étudiants le lundi matin, hein, et je les lâcherai le vendredi soir, et on va passer une semaine ensemble. Complètement... alors c'était pas évident, parce que ça bouleversait les emplois du temps, etc. Bon. J'ai eu beaucoup d'opposition de mes collègues. Mais enfin, d'un seul coup, je crée ça, et donc avec une idée, parce que c'était pour les 2e années, après on me confiera les 3e années. Parce que je crée l'enseignement. L'enseignement n'existait pas avant moi, je le crée. J'arrive d'une psychologue qui ramait et qui d'ailleurs démissionne parce qu'elle n'y arrivait pas. Parce qu'on avait pensé au début qu'il fallait des cours de psycho. Mais bon, on se rend compte que c'est plutôt sociaux qui est intéressant. Bon, et en tous les cas avec mon profil. Parce que j'avais quand même déjà l'intervention dans les organisations. Et donc je crée ça avec un programme où je me dis, ce qui est important pour former des ingénieurs, c'est l'écoute. Voilà. Et donc je commence par les former à l'écoute, comme moi j'avais été formé à la non-directivité. Ensuite, c'est la conduite des réunions. Donc là, je me forme moi-même, enfin je crée ma formation conduite de réunion dans la même semaine de progression. L'écoute,
la conduite de réunion et l'analyse de problèmes. C'était la dynamique. Et là, ça marche bien. Présentéisme total, satisfaction des élèves qui me supportaient, malgré les oppositions des directeurs des départements qui n'étaient pas contents que je bouleverse l'année en les prenant. Voilà. J'ai eu beaucoup d'opposition. Et donc voilà. Et en parallèle, donc, je crée donc le CAP. Est-ce que tu peux, pour conclure cette deuxième partie, nous dire ce que tu retiens de ce pan-là de ta vie en le réanalysant comme ça d'un point de vue socio-biographique? Moi, ce qui est fort pour moi, c'est le processus d'entrée dans ce groupe, le GAY, groupe fermé, donc comment je vais y rentrer, donc toujours la porte est fermée, mais il faut que je rentre. Voilà. Parce que ça me passionne et ce qu'ils font me passionne, et je ne peux pas rester à l'extérieur. C'est ça. Ensuite, c'est effectivement le sentiment qu'à l'intérieur, j'apprends plein de choses, parce que c'est là où je vais être formé à l'intervention. Je ne vais pas être formé à l'intervention socio-analytique seulement par les lectures, par les séminaires, parce que René Loureau, lui, il fait de l'intervention, puis à un moment donné, il va arrêter. C'est-à-dire qu'il va considérer qu'il est tellement envahi par les problématiques d'intervention. Il avait écrit un livre qui s'appelle « Sociologue à plein temps ». C'est-à-dire, je suis sociologue nuit et jour, à plein temps. Bon, donc il va arrêter, et nous, on va continuer ce projet. Donc ça, c'est quand même la formation-action. Voilà. Formation, recherche, action, par l'intervention. Je me forme comme ça. Après, donc, le CAP, le CAPP, donc, qui est une création dont je suis fier. Au début, c'est une association. Après, avec eux, ça deviendra une société. Et après, on arrête et on va devenir un groupe de travailleurs indépendants. Voilà. Et donc ça pour moi, c'est ces moments créatifs qui vont permettre de développer cet extraordinaire travail d'intervention que j'avais toujours voulu faire dans les organisations, en touchant vraiment les fondamentaux de l'organisation, c'est-à-dire les règles de fonctionnement qu'on doit examiner collectivement et reconstruire collectivement, parce que tout est changement, tout est mouvement, et tout ce qu'on organise à un moment donné n'est plus valable quelques années après, surtout avec l'avancée de la technologie, puisqu'on est dans un secteur sur le plan à la fois de l'électricité, mais du nucléaire, où l'avancée technologique est très rapide, quoi.